bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV, en direct à la télévision, à la radio et sur la page Facebook pour ce temps de parole consacré à la politique. Et nous recevons ce matin le député Mansour Kamardine. Bonjour. Bonjour. Bonne année. Merci, bonne année à vous, bonne année à toute la population de Mayotte, bonne année à tous les Françaises et les Français qui suivent KTV. Et puis, avant de répondre à la première question, moi je vais réagir déjà en anticipation pour féliciter les promus à la Légion d'honneur. Je pense naturellement au Prophet Colombet et à Jean-Marie Cavier, le DTPN, qui lui aussi fait un travail extraordinaire de sécurisation des biens et des populations sur le territoire et qui méritait effectivement un signe de reconnaissance pour la qualité du travail fourni ici. Oui, et ça fait du bien. Alors, on est là parce que, en fait, vous avez envoyé un courrier à Sébastien Lecornu, tout à fait du fait que le ministre avait demandé le 12 novembre dernier aux élus de Mayotte de faire des propositions sur un projet. Alors vous écrivez le 23 décembre que la priorité nous concerne demeure le rattrapage social, économique et infrastructurel du territoire. Vous parlez d'un programme ambitieux de rattrapage, d'alignement social, un plan qui doit passer par l'extension à Mayotte des codes de la famille, de la santé, de la sécurité sociale et du travail, et un gros effort sur les infrastructures, ports, routes, université, deuxième hôpital, très haut débit en passant par la dotation en moyens nécessaires pour lutter contre l'immigration clandestine, tout en rappelant la piste longue. Alors, la méthode, vous avez dit, la méthode que nous préconisons est celle d'une loi-programme. Monsieur le député, première question, pourquoi ce choix d'une loi-programme? Parce que nous avons vu qu'il y a eu des lois de programme qui ont produit des effets notamment bénéfique pour le territoire. Vous savez, la première loi de programme pour Mayotte remonte au 31 décembre 1986. C'était sous le gouvernement de Jacques Chirac qui est venu nous rendre visite le 19 octobre et qui nous a proposé de nous engager dans cette loi de programme et qui a permis, parce que Mayotte intègre le plan global, le plan national, qui était fait. Maintenant, il n'y a plus de plan national. Et puis, ça a permis une convention spécifique pour Mayotte qui était adaptée aux réalités mahoraises. Donc, quand on regarde aujourd'hui la situation de Mayotte, et on est encore assez loin, assez éloigné des standards nationaux, vous avez parlé de rattrapage social, nous ne pouvons pas imaginer qu'on continue comme ça, comme on le fait, comme on a vu là, avec une augmentation du SMIC à 0, je ne sais pas combien %, alors que nous sommes dans une logique de rattrapage, et donc il nous faut un programme spécifique, donc une convention de développement qui a fait ce problème, donc qui peut se traduire par une loi de programme, c'est-à-dire un engagement de l'État, puisque ce serait, comme son nom l'indique, une loi, et qui définirait à tel horizon on atteint tel objectif, à tel horizon tel objectif, une loi à peu près, enfin disons, qui fixerait les objectifs sur la décennie qui vient, et ça tombe bien, on répond très clairement à la demande du ministre de l'Outre-mer, puisqu'il nous dit réfléchissons Mayotte pour 2031, c'est-à-dire pour les 10 ans qui viennent. Eh bien, nous lui donnons là le schéma. Si sa volonté est d'écouter les Mahorais, parce que moi j'appelle depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois maintenant, de mes voeux à ce que, en faisant le constat suivant, les 40 ans qui viennent de s'écouler, ce sont 40 ans durant lesquels c'est l'État qui nous a toujours dit ce qui était bon pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes face au mur, ou dos au mur, ce qui veut dire que ces orientations-là n'étaient pas forcément les bonnes. En tout cas, elles n'étaient pas totalement efficaces. Eh bien, il est venu le temps qu'on écoute les Mahorais et qu'ils puissent dire ce qui est bon pour eux. Et donc, c'est la place, le rôle des élus, donc une co-construction, à nous de dire ce qui est bon pour nous, à l'État de nous accompagner, de nous donner les moyens, de nous accompagner, de nous conseiller pour atteindre les buts que nous nous fixons. Alors justement, quand on voit les signataires, vous avez signé, la députée Ramlati également, le sénateur Abdallah Hassani a signé, le sénateur Tani également, le président du conseil départemental et le président de l'association des maires. On sent que plusieurs de ces signataires sont du côté du parti en place, de proches ou en tout cas sensibilisés par Emmanuel Macron. Est-ce que ça voudrait dire que le ministre aurait déjà donné son accord pour cette loi? Non, pas du tout. Nous avons fait, vous l'avez noté, la réponse a été faite, vous m'avez dit le 23 décembre. Le 23 décembre.
Donc le ministre sans doute consulte ses services, les autres membres du gouvernement, c'est un travail interministériel, j'imagine. Et puis quand il viendra peut-être à Mayotte, il nous dira ce qu'il en est, ou il nous recevra à Paris pour évoquer ces questions-là. Mais il va sans dire, puisqu'il nous propose de nous inscrire dans la perspective du projet de loi 4D qui est en cours d'élaboration, eh bien, sans doute, il organisera des réflexions, en tout cas, il faut l'espérer, des réflexions au cours desquelles nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Mais vous dites un sujet, vous soulignez un point important, c'est qu'effectivement, tout le monde a signé. C'est pas une question d'esprit partisan, c'est tout simplement le constat d'une situation d'échec dans laquelle nous nous trouvons. Les Mahorais souffrent dans les violences, dans l'immigration, dans les manques des structures sociales. On a le territoire dont la vie, le coût de la vie est le plus élevé du territoire national. Et dans le même temps, on voit le gouvernement regarder ailleurs. Non, mais c'est clair qu'on voit, d'après cette lettre, tout est bien ficelé, tout est bien... Il y a vraiment tout. On voit que tous les problèmes, vous avez acté, vous avez tout mis, etc. La question... En tout cas, juste un grand merci de reconnaître pour une fois que les élus de Mayotte, d'abord, savent s'exprimer d'une seule voix. Ça s'est fait. Il y a eu d'autres courriers qui sont partis, mais sans doute qui n'ont pas attiré l'attention de l'opinion. Il y a celle-ci, et surtout de noter qu'effectivement, pour l'essentiel, nous avons souligné tout ce qu'il y avait, tout ce qui préoccupait les Mahorais localement. Parce que moi, je pense au timing. Avant de donner la parole à Camara, je pense au timing. Vous envoyez ça, proposition de loi. Le ministre de l'Outre-mer va bientôt arriver à Mayotte. On s'imagine peut-être que derrière, il aurait dit « Ok, je suis d'accord avec cette loi », et peut-être qu'il va annoncer que ça va être mis en place. Parce que je ne verrais pas autrement. Qu'est-ce qui pourrait prétexter le gouvernement pour pas, justement, appliquer tout ça? Écoutez, on verra. Le ministre nous a proposé un exercice. Nous avons eu cette intelligence en commun de participer à cet exercice et de dire ce que souhaitent les Mahorais. Et j'espère effectivement que, enfin, les Mahorais seront entendus, seront compris, seront accompagnés. C'est l'espoir que je formule, le vœu que je formule pour 2021. Alors justement, quand on voit qu'il vous demande en tout cas de faire ces propositions de cette fameuse loi 4D aujourd'hui, comment on l'appelle? Décentralisation, voilà. Déconcentration, différenciation et décomplexification. C'est ça les 4D. C'est vrai que, monsieur le député, ce qu'on peut saluer aujourd'hui, c'est l'union. Quand on dit l'union fait la force aujourd'hui, mais Léonard l'a souligné, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que vous, qui connaissez les mots de Mayotte MAUX depuis des années que vous criez, même si quand bien même vous êtes dans l'opposition, souvent, mais en fait on retrouve les mêmes mots aujourd'hui, mais affinés en unité avec les autres parlementaires. Mais qu'est-ce qui va changer en plus? Parce que quand on a vu ce rapport notamment, vous avez vu là leur programme 1986, il y a eu Mayotte 2025 avec des ateliers qui ont été organisés, ça n'a pas fait bouger les lignes. Aujourd'hui, est-ce que avec l'unité, avec plus de concrétisation par rapport au projet, est-ce que ça va faire bouger quelque chose? D'abord, la loi de programme de 1986 a été une volonté du gouvernement. C'est Jacques Chirac qui vient et qui dit « Je vais proposer », il y avait une loi de programme pour l'outre-mer, et à l'intérieur de cette loi de programme pour l'outre-mer, il y a eu un volet spécifique pour Mayotte avec des calendriers, avec des échéanciers, avec des financements qui étaient programmés, avec des interventions, des modifications législatives, tout était programmé. Eh bien, nous partons de ce principe-là pour dire voilà ce qui a marché par le passé. Nous n'avons pas à inventer, nous avons juste à comprendre comment ça s'est fait et à proposer, à l'adapter au contexte d'aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Vous me parliez tout à l'heure de Mayotte 2025. Moi, Mayotte 2025, vous demandez, y compris aux rédacteurs de Mayotte 2025, quel est le contenu de ce document. Ils seront incapables de vous le dire. C'était une belle littérature. On aurait pu écrire un roman là-dessus. Et moi, je veux pas. Moi, je suis pas un théoricien. Moi, je suis un praticien. Et donc, ce que je souhaite, c'est quelque chose de concret. Et je crois que tous les signataires de ce texte, parce que c'est un texte commun, tous les signataires de ce texte sont épris de ce souci de pragmatisme, de pratique.
de concret, de quelque chose de concret. Voilà ce que nous voulons. Alors, qu'est-ce qui permet de dire que ça va bouger? C'est d'abord la force de l'unité dans l'expression de la demande. Et puis ensuite, n'oublions pas que le calendrier choisi, c'est le gouvernement qui a choisi le calendrier, c'est pas nous. Le calendrier choisi est propice à ce que nous soyons entendus. C'est notamment, comment dirais-je, la perspective des élections présidentielles. Je ne vois pas le gouvernement face à une unité qui s'exprime ici sur des sujets qui parlent complètement au Mahorais. Nous avons eu Mayotte, plan de Mayotte d'urgence, je ne sais pas quoi, qui a été proposé par Mme Girardin, qui ne parlait pas du tout au Mahorais. Nous avons eu le contrat de divergence que je dénonce, parce qu'il ne parle pas au Mahorais. On parle de choses et d'autres, de saupoudrage, de machin, de la danse de ventre, on danse machin, mais on ne va pas au-delà. Là, nous proposons des choses concrètes. Je pense par exemple, en ce qui concerne l'immigration, que les primo-demandes de séjour soient faites depuis notre consulat à Moroni, par exemple, ce qui permettrait à tous ceux qui se pointent tous les jours devant la préfecture de pouvoir aller présenter leurs demandes là-bas. Nous demandons, par exemple, que les personnes condamnées qui ont commis des infractions lourdes ici, arrêtés, jugés, définitivement condamnés, qu'ils aillent exécuter leur peine, par exemple à Koki, des choses comme ça. Ça permettrait de ramener la paix. Nous demandons à ce qu'il y ait un repositionnement des forces, notamment de sécurité, je pense à la PAF, aux drones, des moyens supplémentaires pour assurer, ainsi de suite. Ce sont des sujets qui parlent aux Mahorais, comme les sujets comme les sujets liés à l'égalité sociale, à l'égalité salariale, à la santé, c'est vrai que tout y est dans cette lettre. Sur tous ces sujets-là, voilà, nous avons, je crois, eu l'occasion ici d'affirmer très clairement les préoccupations des Mahorais, de telle manière que demain, ni du côté des élus que nous sommes, ni du côté du gouvernement, qu'on puisse pas dire « Ah, je ne savais pas ». Moi, je crois, j'ai toujours été dans cette logique-là, de tout dire avant, pour empêcher que ceux qui ne veulent rien faire, de dire « je ne savais pas ». Puisque vous voulez tout dire, là ça ressemble à un programme de campagne, il y a bientôt des élections qui vont se passer, c'est les cantonales, est-ce que vous serez candidat ? Je sais que c'est un sujet qui vous turlupine tous. J'appartiens à un parti politique avec ses règles. Aujourd'hui, le parti que je préside, du reste, n'a pas encore déterminé quels étaient ses candidats. Et donc, cette question, je la répondrai lorsque le parti aura décidé qui mais vous voulez y aller candidat. Pas forcément, mais je ne suis pas non plus contre. Ah, c'est ça, donc ça veut dire que vous voulez y aller. Parce que si vous y allez, si vous y allez, c'est pour être président. On ne construit pas un pays avec des si, d'accord? Non, mais avec des réalités. On ne construit pas, je vous le dis, le jour où je serai définitivement décidé, je vous le dirai. J'ai cru que ça allait, je serai candidat. Non. Non, les jours où je me déciderai. Le jour où je me déciderai, parce qu'il y aurait eu un certain nombre de choses qui me conduiraient. Voilà. Pour l'instant, on n'est pas là. Pour l'instant, on y réfléchit. Je suis à la tête d'une formation politique qui souhaite construire, disons, qui est en train de répondre à cette échéance, notamment sélectionner les candidats. Qui d'autre que vous pourrait y aller? Mais vous savez, seuls les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Au cas où vous ne le saurez pas. On ne le dira pas. Non, mais c'est pas parce que je ne vais pas le dire, c'est parce que je n'ai pas la réponse. Imaginons un seul instant que je vous dise oui et que demain ça ne se fait pas, vous direz il a menti. Imaginons que je vous dise non et que demain ça se fait, vous direz il a menti. Non, mais quand vous vous rasez tous les matins dans la glace. Non, alors là vous vous trompez. Est-ce que vous pensez déjà je ne me rase pas tous les matins. Deuxièmement, c'est vraiment pas un sujet de préoccupation majeure. Le sujet de préoccupation majeure, c'est pas ma candidature. Le sujet de préoccupation majeure aujourd'hui, c'est comment faire que
lorsqu'on est dans des réunions avec le gouvernement, avec le préfet, qu'on puisse plus nous dire le problème de Mayotte, le problème pour Mayotte, ce n'est pas l'argent, mais c'est le dossier. Il faudra que nous trouvions un modus vivendi qui permette demain de dire le problème pour Mayotte, ce n'est pas les dossiers, c'est l'argent. Parce que c'est ça le véritable enjeu. Quand on est responsable sur un territoire comme celui-ci où tout est à faire, il est choquant d'entendre le problème pour Mayotte, ce n'est pas l'argent, mais c'est les dossiers. Et donc cette mise en cause permanente des élus qui font un travail formidable. Moi, quand je vais dans les communes, je rencontre les uns les autres, je vois tous les dossiers qui sont en train de monter. À titre d'exemple, j'ai rencontré récemment le maire de Mzamboro qui m'a amené des dossiers extrêmement intéressants pour l'aménagement de son territoire, pour accompagner ces jeunes et tout. Eh bien, on ne sait pas comment le financer. Donc dire le problème pour Mayotte, ce n'est pas l'argent mais c'est le dossier, il faut qu'on arrive à tordre le cou à ce discours et faire en sorte qu'effectivement on puisse dire le problème pour Mayotte, ce n'est pas les dossiers mais c'est l'argent. Camara. Alors moi j'aimerais revenir un peu sur le sujet de tout à l'heure, notamment monsieur le député, vous êtes venu avec pas mal de gens qui connaissent déjà Mayotte, notamment Christian Jacob est venu, il a constaté, il est venu une fois, deux fois auprès de vous. On a eu François-Xavier Bellamy qui est venu également faire le même constat, mais on a l'impression que voilà, on a quand même ce courrier aujourd'hui écrit en commun, mais quand ces gens-là remontent l'info, vous qui êtes souvent là-bas, qu'est-ce qui en sort? Parce qu'on a l'impression que finalement, on crie dans les réseaux sociaux, on amène des gens qui viennent constater, ils font un rapport, mais on a l'impression que là-bas, c'est la sourde oreille, silence radio. Ah, c'est sûr. En fait, moi je crois, mais vraiment foncièrement, que Mayotte souffre d'un vrai problème. Mayotte est arrivée, restée française et devenue département par effraction. D'accord. Vous avez encore des gens à Paris qui ne supportent pas que Mayotte ait gagné contre tout le monde. Il faut savoir que Mayotte est restée française contre la communauté nationale, contre la communauté internationale, contre tout le monde. Seul contre tous, nous avons réussi à nous maintenir en France. Et nous avons encore des gens qui ne supportent pas cette situation. Quand vous avez des discours qui vous disent « Ah, mais nous ne pouvons pas améliorer par exemple les allocations familiales, les aligner par le haut parce que ça va créer un appel d'air. Non, déjà ça va favoriser les naissances. C'est une insulte qu'on fait aux Mahorais. D'abord, aujourd'hui, les Mahorais ne font pas plus de 3 enfants, on est bien dans les limites, mais à supposer même que ce soit vrai. Et dans le même temps, on dénonce le vieillissement du pays. On a besoin de... Si les enfants mahorais sont des enfants français, et si les Mahorais veulent faire des enfants, on dirait bingo. On fait des enfants, donc on a des enfants français. Mais non, il faut pas le faire. Je dirais, ensuite, on dit, oui, mais c'est un appel d'air. Quand on regarde les règles d'accessibilité aux allocations familiales, il faut 15 ans de présence continue et régulière. Et donc on voit bien que ça n'a aucun impact, tout simplement parce qu'on considère que l'enfant mahorais n'est pas français. Autre chose, probablement on considère aussi que par le fait que l'immense majorité des populations mahoraises sont de confession musulmane, ça pose problème. Vous savez, il y a tous ces non-dits-là, ou qu'on le dit sous le manteau, et en réalité qu'il faut les remonter à la surface pour obliger le gouvernement de dire les choses et de faire les choses. Mayotte a fait le choix de la France, Mayotte est fière d'être française, Mayotte est le 101e département, Mayotte est une RUP, une région ultra-périphérique, parce qu'elle a fait ce choix-là, personne ne le lui a imposé, eh bien, il appartient désormais à l'État, aux gouvernements successifs, aux autorités de la République, de tirer les conséquences de cette situation-là et de traiter Mayotte pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une véritable région française. Dernière question, parce que le temps passe vite, monsieur le député. Il y a eu le rapport de l'autorité environnementale concernant ce projet de la piste longue. Ils ont dénoncé l'environnement qui n'était pas assez pris en compte. Il y a probablement un choix à faire entre construire ou détruire l'environnement. Qu'en pensez-vous de ce rapport qui est quand même passé au vitriol, tout ça? Moi, je crois que c'est des méthodes de voyous qui consistent à condamner le développement de Mayotte. Et les Mahorais ne se laisseront pas faire.
je crois que ce n'est pas la construction de cette piste qui porterait atteinte à l'environnement. Au cas où vous ne le sauriez pas, sachez que l'État français, par le biais de l'AFD, finance à Rodrigue le même projet, quasiment à 99%. Le même projet, c'est-à-dire une piste convergente qui gagne sur la mer et qui se construit donc sur le Platier, un peu comme on fait là. Donc comment peut-on imaginer que, à moins qu'on se dise que l'environnement à Rodrigue et à Maurice n'intéresse pas la communauté nationale et la communauté internationale. Donc je crois que ce sont des arguments qui ont été déjà développés par le passé, qui sont des natures simplement à chercher à condamner le développement de Mayotte, et les Mahorais ne peuvent pas se laisser faire. Je crois que nous avons aujourd'hui un savoir-faire suffisant, l'État en tout cas a un savoir-faire suffisant qui permet de prendre en compte suffisamment les questions de l'environnement. Quand j'ai vu ce rapport, je me suis dit que ça donne un écho, c'est que la réponse qui a été faite à ma collègue Madame Ali à l'Assemblée lorsque la ministre lui a dit au bout on ne peut pas faire parce qu'au bout il y a du dugong. Et du jour au lendemain, quand le président de la République a dit on va faire, le dugong a disparu comme par enchantement. Là, ils en reparlent dans le rapport. Oui, parce qu'il n'y a pas de dugong. Tous les spécialistes vous disent que là, d'abord, là, les fonds, notamment au bout du... Parce que moi, quand ils ont parlé du dugong, je suis allé me balader sur le Platier de Pamandzi pour voir s'il y avait un trou où le dugong se cachait, je n'en ai pas vu. Et s'agissant des fonds en bout de piste, ce sont des fonds qui descendent très vite à 200 mètres, et à 200 mètres au fond, il n'y a pas d'herbier, et quand il n'y a pas d'herbier, il n'y a pas de dugong. D'accord? Alors, de grâce, les arguments, je crois que ce n'est pas, encore une fois, la construction de la piste à Pamandzi qui porterait atteinte à l'environnement, parce qu'il faut que les uns et les autres sachent que nous sommes tout aussi attachés que à la qualité de l'environnement à Mayotte, parce que c'est ce que nous devons léguer à nos jeunes générations, comme dirait l'autre. Merci beaucoup, comme dirait l'autre, monsieur le député, d'être venu ce matin sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole.